Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette émission spéciale de Téléhandicap. Notre invité aujourd'hui possède une expérience remarquable dans le monde de l'éducation et plus spécifiquement dans le monde de l'intervention psychosociale auprès des personnes marginalisées ou même des personnes handicapées. Il est partout pour offrir des services conseils aux institutions, aux établissements scolaires, aux parents et j'en passe. Reconnu par ses interventions transparentes, franches et directes. Sans plus tarder, il me fait grand plaisir d'accueillir aujourd'hui M. David Caron, président directeur général du groupe Probex. Monsieur Caron, bonjour. Bonjour Joseph. Comment allez-vous? Très bien. Très heureux d'être là avec vous. Tout d'abord, pour mieux connaître le personnage, voulez-vous, s'il vous plaît, nous parler de ce cheminement qui vous a amené là où vous êtes aujourd'hui? Mais d'abord, c'est un projet qui a débuté par mes parents, un choix de mes parents il y a presque 40 ans, en 1985, où j'ai eu le privilège de baigner dans une immersion à la différence. Donc, du jour au lendemain, on accueille à la maison 5 personnes vivant avec une déficience intellectuelle, puis qui s'intègrent à notre famille, dans notre quotidien. Alors, ayant 2 frères, 2 sœurs, ben, ça fait 12 personnes autour de la table. Puis, ça nous prend une grande famille. Il faut accepter de partager, des lieux communs. Alors, rapidement, j'ai été, placé en contact avec des gens qui avaient une différence apparente, puis, qui m'ont permis d'après ça, je dirais rester imprégné toute ma vie là, dans les 40 dernières années, avec un souci de l'autre, avec, aussi une curiosité envers l'autre, un désir d'aider, celui qui a peut-être un peu plus besoin. Alors, disons que ça a débuté comme ça, puis ensuite, pour ce que je dis souvent aussi, c'est que je m'étais juré que je ferais jamais le travail de mes parents, c'est-à-dire, héberger à la maison, dans notre maison, des gens qui sont pas nécessairement de nos enfants ou de la famille, parce que c'est un travail qui était pas, puis encore, qui est pas nécessairement reconnu à sa juste mesure dans la générosité des gens, dans leur accueil. Donc, j'ai pris un chemin qui était plus celui de l'éducation traditionnelle dans des milieux scolaires, secondaires en particulier, pour encore là, l'intérêt était pour les jeunes marginalisés, les jeunes avec des troubles d'adaptation, troubles de comportement. Puis j'ai gravi au niveau de certains échelons de gestionnaire pour me retrouver à la direction adjointe d'école. Puis en 2009, ben, mes parents, qui ça faisait à ce moment-là 24 ans, avaient une de grosses remises en question sur la continuité de l'hébergement de leur maison. Puis j'ai délaissé dans ma tête, c'était pour quelques années, le secteur de l'éducation pour prendre soin de cette maison-là, prendre soin des résidents qui étaient devenus des frères et sœurs pour moi. Puis, me voilà en 2024 encore très impliqué. On ouvre notre 6e maison, à l'automne, puis, en développant aussi le groupe Probex qui a une mission d'éducation. Alors c'est le petit portrait. Ça veut dire que ces différences apparentes relevaient de différents handicaps? Quand vous avez accueilli ces gens chez vous, ça veut dire que c'était une sorte de maison d'accueil? Oui, une famille d'accueil. Aujourd'hui, au Québec, on dit de ressources de type familial, donc qui s'intègre à même une famille. Ah. Donc, c'est la raison pour laquelle vous êtes rendu aujourd'hui le PDG, le président directeur général du groupe Probex. Donc, vous avez dans vos veines une expérience d'un quart du siècle au moins dans le milieu de l'éducation auprès des personnes, comme vous dites, marginalisées. Moi, je dirais toujours handicapées, mais c'est vrai, marginalisé, c'est un bon terme aussi, là, parce qu'il y a une sorte de façon où on manque de respect pour ces personnes-là. Suivant votre propre expertise, vous avez développé et offert à différents organismes d'État et privés. Ces organismes sont nombreux. C'est pour cela, on aimerait bien connaître un petit peu en détail cette expertise que vous avez réussi à créer pour donner ce service honorable à ces différentes entreprises. Ben, pour bien comprendre qui est au cœur de notre mission au groupe Probex, c'est que on fêtait la semaine dernière, bon, on célébrait la semaine québécoise pour les personnes handicapées. Alors, tu sais, moi, les entrevues que j'ai faites, c'était
toujours axé sur le fait que le jour où on n'aura plus besoin de dédier une semaine québécoise pour les personnes handicapées, c'est qu'on aura réussi un projet de société important parce que dans nos convictions, nous sommes tous des personnes handicapées. Voilà. Nous, nous a- Tu sais, on part d'un principe où pourquoi? Parce qu'on parle d'un handicap qui est plus apparent, que ce soit au niveau de la vue, au niveau de la mobilité, que ce soit avec un diagnostic. Nous, on part du principe que nous sommes tous égaux et le travail qu'on doit faire, puis on doit être fiers comme société en termes d'aménagement de handicap physique, donc des gens qui sont contraints par des handicaps physiques, ben, on a développé des commodités puis de l'accessibilité, puis on s'en est fait une fierté. Maintenant, il y a beaucoup d'autres situations de handicap qui sont pas apparentes, qui appartiennent à des diagnostics de santé mentale, qui appartiennent à des troubles du spectre de l'autisme, à une déficience intellectuelle, puis pour lesquels aussi il faut travailler à l'installation de rampes d'accès à un projet de vie, à une vie pleine, à une vie épanouissante. Donc, c'est vraiment ce qui guide dans les grandes orientations de nos services, c'est de donner accès à toute personne à une vie pleine et entière, puis de considérer, un peu comme on le fait avec une personne qui est en fauteuil roulant, mais de considérer son handicap, mais surtout de considérer son potentiel. Donc, cesser de regarder la personne et de l'identifier par son handicap, puis d'être capable d'identifier la personne par tout son potentiel. Fait que ça, c'est vraiment, c'est pas du tout précis par rapport à votre question, c'est très large, mais je trouve que c'est important de comprendre dans un premier temps ce qui nous anime, là. Et vous avez dit un mot exceptionnel que j'utilise souvent. Nous avons tous notre handicap, un handicap différent. Et chacun a un handicap différent, que ce soit valide ou personne handicapée, là. Et je trouve que c'est la facilité d'aller de l'avant pour mettre en exécution, comme l'article 1 de la Charte des Nations Unies, nous sommes tous nés égaux. Maintenant, le mois de mai était un mois exceptionnel pour vous. Les médias parlaient de vous partout suite à une sortie en règle, mais extrêmement directe, en disant il faut arrêter d'utiliser les personnes handicapées qui ont une déficience intellectuelle comme des esclaves. C'est un mot que je me suis arrêté devant ça, comme des esclaves dans un pays industrialisé et dans une société complètement civilisée. Qui ose penser qu'au Québec, les personnes vivant avec une déficience intellectuelle ou même physique vivent comme des esclaves? Qu'en pensez-vous? Ben, la première des choses, c'est que je tiens toujours à saluer la vigilance. Je pense que il faut demeurer vigilant quant à des possibles abus. Il y en a toujours eu, puis malheureusement, il risque toujours d'en avoir parce que le système de protection autour des personnes vulnérables n'est pas toujours très fort, très solide. Alors, dans mon intervention médiatique, c'est vraiment important que je puisse exprimer ma solidarité envers l'intention. Après ça, c'est dans le ton, c'est dans la stratégie, c'est dans l'approche que moi, ça diffère un petit peu parce que euh, je pense que c'est important de protéger tout ce qu'il y a eu comme innovation sociale en termes d'ouverture de la part des entreprises, de la part de la vision même de nos gouvernements, de faire en sorte que de générer des places à des endroits où il n'y en avait pas, dont le milieu du travail, où tant qu'on va garder comme société la connotation entre le mot travail et le mot emploi, tant que ça va rester en relation de dépendance, ben, puis qu'on n'arrive pas à détacher l'employabilité d'une personne, la capacité d'une personne d'agir de manière autonome et de performer de façon constante dans une production définie, mais que tant qu'on associe le sens du travail à l'emploi, ben, on prive un paquet d'individus qui ont des contraintes, qui ont des limitations fonctionnelles, qui n'ont pas accès au palier de l'emploi, puis qui se retrouvent dans une identification de consommateurs de services, d'usagers d'un réseau. Les seuls termes, tu sais, au Québec, quand on se présente, on dit bonjour, je m'appelle David, je suis directeur général. Si je suis invalide, pas par choix nécessairement, parce que à la naissance, je suis né avec une paralysie ou parce que j'ai une déficience intellectuelle, puis que j'ai pas les aptitudes à l'employabilité, ben, je suis privé de tout plein de milieux où on peut socialiser, où je peux me sentir utile,
où je peux recevoir de la reconnaissance pour ma contribution, tout en respectant mon rythme, tout en respectant les limites qui sont les miennes. Donc, pour moi, c'est vraiment notre mission de continuer de faire avancer cette place-là qui, pour nous, est complètement légitime. Puis aussi, tous les partenariats qu'on a avec les entreprises, pour nous, les entreprises le mentionnent, la contribution, pas nécessairement dans la production, mais dans la culture d'entreprise, dans le fait qu'il y a des gens souriants qui arrivent, il y a des gens qui sont reconnaissants, qui y a des interactions sociales, des salutations qui se font tous les matins. Donc, c'est une autre façon de concevoir nos milieux de travail où on parle d'inclusion au niveau des adaptations, l'ergonomie de certains postes de travail. C'est merveilleux, mais après ça, être capable aussi à l'intérieur de nos paradigmes de faire de la place aussi au fait qu'il y a quelqu'un qui exécute une tâche au meilleur de ses capacités, peut-être la même tâche des fois qu'une autre personne, mais en étant conscient que ben, ça peut manquer d'autonomie, que la personne peut manquer d'autonomie, qu'il faut repasser en arrière pour s'assurer que la qualité est là. Voilà. Alors, tu sais, pour moi, ce que je trouve important, c'est de protéger tout l'avancement qui a été fait. Moi, il y a 40 ans, on se faisait lancer des œufs puis des tomates sur notre maison parce qu'on accueillait des personnes dont les handicaps étaient plus apparents. Mais aujourd'hui, on s'en va dans des festivals, ben, il y a quelque chose qui est davantage acquis, puis je pense qu'il faut le protéger. Fait que si on utilise un terme comme esclavage, quand on génère de l'espace à des individus puis qui vont nettoyer une table au Subway ou dans un grand centre commercial, qui vont placer certains items, ben, je pense qu'il faut voir au-delà de l'emploi, mais d'une contribution significative. Vous savez, Monsieur Caron, je sens chez vous cette spécificité que vous touchez le bobo en direct, vous ne tournez pas autour. Et ce qu'on a besoin aujourd'hui, de mettre en évidence la réalité du handicap. Surtout, vous avez parlé de l'employabilité, vous avez ne pas confondre inclusion sociale et employabilité. Et vous avez entièrement raison, parce que nous sommes conscients de ce que vous disiez. D'ailleurs, nous aurons un long chemin qui sépare actuellement l'entreprise des personnes handicapées, il faut l'admettre. Et nous sommes conscients de ça, surtout quand on défend, nous autres, les personnes vivant avec la paille cérébrale, qui sont lucides, qui sont conscients, mais dans cette particularité et ce handicap qui relève de leur partie physique. Donc, il faudra prendre cette particularité en évidence, aller voir au-delà de cette incapacité, qui n'ont pas le pouvoir de donner, mais ils ont une tête aussi qui fonctionne. Donc, la situation qui se présente aujourd'hui soulève à nouveau le constat que nous avons encore beaucoup de changements importants à apporter dans les grandes entreprises sociaux et même publiques et même privées qui vont contribuer à donner un petit plus de l'épanouissement et une qualité, une meilleure qualité de vie à nos personnes handicapées. Donc, vous êtes conscient que la réalité des personnes handicapées au Québec, c'est une réalité qui a besoin encore des échelles et des échelles à monter pour aller chercher cet équilibre pour le moment? Tout à fait. Puis pour bien le comprendre, il faut se référer au fait que le malaise appartient aux gens qui se disent non handicapés. Parce que c'est ça qui est le plus aberrant, c'est que la résistance, elle est faite sur ceux et celles qui pensent qu'ils ne sont pas handicapés. Et qu'il y a deux catégories d'individus. Le jour où on va tous, ben, qu'on va reconnaître que une personne qui se déplace avec une paralysie cérébrale, avec un pas qui est chancelant, euh, c'est mon malaise à moi, parce que cette personne-là, c'est sa réalité, et elle a grandi avec cette réalité-là. Elle peut avoir 30 ans, 40 ans, c'est son déplacement. Ça peut causer sa chute. C'est des gens qui sont résilients, ils se relèvent, et le problème appartient à l'individu qui voit la personne déambuler un petit peu, puis on a peur pour elle, alors que cette personne-là, elle est en confiance, elle s'affirme dans sa mobilité. Elle pourrait être en chaise roulante, ça serait beaucoup moins visible. Cette personne-là, elle marche, puis avec le pas qui est le sien. Alors, pour moi, dans les efforts, c'est de reconnaître que c'est pas la personne qui a un problème au fond, c'est moi, dans mon incapacité à l'accueillir, cette personne-là, dans sa différence, pour moi.
exactement ça. Je vais vous donner un exemple. Vous avez sorti des points qui correspondent vraiment à ma façon de penser. On organisait beaucoup de concerts dans le temps et on avait organisé un concert avec la police de Montréal et la police de Laval. Et c'était pour donner un message, pour envoyer un message aux policiers. Si vous rencontrez par hasard une personne sur le trottoir qui marche un petit peu difficilement, cette personne n'a pas pris un verre, approchez vers lui et demandez-lui s'il avait besoin de vous. C'est son problème, c'est cette motricité qui a un problème, mais elle est complètement lucide, cette personne. Donc, vous répondez exactement à cette réalité que nous vivons aujourd'hui. Et c'est pour cela, nous aurons beaucoup de choses à faire pour aller chercher une nouvelle vision pour convaincre le peuple et la population qu'une personne handicapée, c'est une personne vraie et égale à nous autres sans aucun problème. Oui, mais maintenant, et surtout, nous, le téléhandicap, c'est surtout pour tout handicap confondu, c'est pas seulement pour l'appareil cérébral. Mais j'avais pris cet exemple seulement pour nuancer un petit peu et envoyer un message. Maintenant, Oui, tout à fait. on va aller dans votre groupe, le groupe Probex, dans ce que j'ai appris énormément des choses. Donc, maintenant, vous autres, là, vous pensez dans votre pensée collective. Et vous êtes convaincu que dans votre cas, l'être humain a la capacité de se dépasser, l'être humain, ça veut dire une personne handicapée ou marginalisée, pour réaliser des projets chacun à son niveau, nonobstant sa couleur, sa race, ses croyances, et surtout comme un être humain valide ou vivant avec un handicap. Quelle est la vision aujourd'hui de votre groupe Probex à propos des personnes du handicap en général? Avez-vous déjà développé des projets inclusifs d'accompagnement? Oui, tout à fait. Ben, on a un programme de participation citoyenne qu'on a mis en place il y a une dizaine d'années. Puis, ce programme-là s'inscrit en complémentarité avec la réalité des gens qui vivent de la sécurité du revenu. Donc, on le sait, après la scolarisation, c'est des statistiques qui peuvent être anticipées. Après la scolarisation, il y a un certain nombre d'individus qui n'auront pas accès à des études supérieures ou à un emploi. Alors, toute cette catégorie-là, ce bassin d'individus-là, pour nous, c'est important de pouvoir qu'ils puissent bénéficier d'un rôle citoyen digne. Plutôt que de dire que je suis un assisté social ou que je suis un invalide ou que je suis un BS, c'est encore plus raccourci comme terme, mais permettre aux gens de s'identifier dans un rôle citoyen auquel ils contribuent. Ça implique un horaire de vie qui peut se calquer soit sur le scolaire, sur la réalité de la scolarisation ou sur un emploi. Parce que je me lève le matin et je suis attendu à quelque part. Je suis attendu pour ce que je suis capable d'offrir au rythme qui est le mien. Mais pour nous, c'est important à travers le programme de reprendre un petit peu les fondements, tout ce qui sont les bénéfices qui sont offerts lors de la scolarisation ou de l'emploi, c'est-à-dire une structure de vie qui est normalisante, être capable aussi de développer mon potentiel, actualiser mon potentiel, être capable de m'identifier à une collectivité, à un groupe, de partager des valeurs communes, de construire mon estime personnelle. Alors, le programme vient rejoindre ces caractéristiques-là, puis n'a pas la mission de donner des bénéfices financiers. Parce que quand on ajoute un bénéfice financier, on ajoute l'enjeu de la productivité. Alors, les gens qui sont au programme, ils viennent pas nous voir pour augmenter leurs revenus, ils viennent nous voir pour augmenter leur estime personnelle, leur épanouissement à travers les éléments que je nommais tantôt. Il faut savoir, quand on parlait de personnes handicapées ou personnes marginalisées, il y a des gens qui font le choix conscient de se mettre en écart ou tu sais, de se détacher d'une certaine norme. Il y en a d'autres qui en font pas le choix. Alors, ces gens-là, pour nous, c'est important de pouvoir faciliter cette normalisation-là à un projet de vie. Puis de ne pas laisser le temps couler, de faire en sorte qu'on écoule le temps parce qu'une personne n'a pas de mission, une personne n'a pas tu sais ça, de mission, de responsabilité qui lui sont confiées. Donc, toute sa vie, elle est en attente d'une fin parce qu'il n'y a pas de rendez-vous qui sont donnés à tous les jours pour participer à un projet collectif, là.
est-ce que je peux dire que votre compagnie Probex, vous êtes une sorte de CLSC privé pour rendre service aux personnes handicapées chez eux, pour faire des rencontres, donner des conférences? De quelle manière vous développez votre expertise à l'égard des personnes marginalisées ou des personnes handicapées? C'est tout des services Et directs. ouais, ben, j'aime bien la question parce que dans un premier temps, on est vraiment un OBNL. Donc, dans nos chartes, on a à cœur d'avoir une mission dédiée aux individus, une mission sociale d'abord. Ensuite, il faut la rentabiliser, cette mission-là. Alors, il y a toute une valeur entrepreneuriale, il y a toute une culture dans notre organisation qui est celle de l'entrepreneuriat social. Et ça, on veut le mettre de l'avant aussi pour montrer qu'effectivement, ben, quand on parle d'une entreprise privée ou une business, elle a une raison d'être et puis elle doit s'assurer de répondre à des besoins. Si elle fonctionne bien, c'est parce qu'elle répond à des besoins. Nous, ce qu'on a réalisé, c'est que quand on solutionne un enjeu d'hébergement, ben, on peut se retrouver avec un enjeu après ça, de toxicomanie, de délinquance, de troubles d'adaptation, de dépenses, de difficultés au niveau de l'alimentation, de l'hygiène, de salubrité. Alors, on a mis en place effectivement une offre systémique où un individu qui intègre notre organisation, on prend le temps de regarder tout son niveau d'autonomie, toutes ses capacités, et de dire c'est quoi la portion fragile qui peut vraiment venir amener une précarité. Alors, pour ça qu'on a différents services là, qui se détachent là, selon les besoins de la personne. Écoutez, même j'ai été impressionné par un sujet que vous avez développé. Vous parlez un petit peu de ce qu'on appelle la pyramide des besoins pour les personnes handicapées, ce qu'on appelle même la pyramide Maslow, là, vous savez, c'est connu. Donc, vous êtes en train de nous confirmer qu'il faut avoir de la motivation au départ pour regrouper un certain accomplissement de soi. On est dans la psychologie maintenant, et relié à une confiance et une reconnaissance des autres. D'ailleurs, ce qu'on parlait tout à l'heure, dans les environnements, dans un environnement stable, cette personne handicapée a besoin d'être dans un environnement stable et surtout recevoir de l'amour et de l'affection. Ce sont des trois points qui sont extrêmement importants pour donner ce qui manque exactement à une personne handicapée. Je trouve que c'était quelque chose d'exceptionnel. Pensez-vous, Monsieur Caron, que notre société actuelle est en mesure d'offrir ces éléments d'une part, et le groupe Probex a déjà inventé un modèle à suivre auprès de la population en demandant à la personne valide de se rapprocher de son voisin handicapé et agir avec lui d'égal à égal. Quand on pense à aider une personne, il y a deux grands paradigmes. Il y a celui de donner du poisson et celui d'apprendre à pêcher. Alors, il faut être capable de bien se situer quand on veut aider une personne, de dire qu'est-ce que je suis en train de faire? Quel type d'action je pose? Parce que les deux n'ont pas la même incidence. Alors, quand on parle de la pyramide des besoins, nous, on réinvente pas rien. C'est simplement qu'on a expérimenté quand on déménage un individu 27 fois en l'espace de 5 ans, parce qu'on dit il faut qu'on comble un besoin de base qui s'appelle un toit, un hébergement. Et qu'on se rend compte que cette personne-là fait de l'auto-sabotage, court-circuite immédiatement ses relations, ben là, on se dit, OK, il y a quelque chose qui marche pas, là. Il faut d'abord travailler au sens. Et ce que Maslow place en haut de la pyramide, on se rend compte que le sens de mon handicap, le sens de ma limite, l'acceptation de ma réalité est à la base de la construction de l'individu. Donc, des fois, on cherche à placer des enjeux. Il faudrait que tu manges mieux. Il faudrait que tu fasses attention à tes dépenses. Tu pourrais t'entourer de meilleures personnes. Alors, si on ne met pas ça à la base, le sens, mais après ça, la personne va développer une meilleure estime d'elle-même. Elle va mieux s'entourer, elle va mieux s'alimenter, puis avoir à ses besoins physiologiques. Donc, c'est simplement que c'est issu d'une expérience où des fois, on arrive à pas, on ne comprend pas pourquoi une personne sabote l'aide qu'on lui apporte. Mais c'est là que notre intervention, elle a changé, puis que dans nos discussions très franches avec les gens au départ, on a besoin de se situer sur
leur compréhension de leurs besoins, puis être sûr qu'on parle des mêmes choses avant de se lancer dans une grande aventure avec eux, là. Donc, vous sentez vraiment cette réciprocité positive de la part de vos membres ou de toutes les personnes qui travaillent pour vous, entre votre personnel et les personnes handicapées, plus vous donnez de l'affection, plus vous donnez de l'amour, plus que vous recevrez de leur part de la même façon. Vous êtes d'accord avec moi? Mais en fait, tout est basé sur la relation. C'est vraiment la qualité de la relation. On parle d'amour, d'affection, mais il y a du respect. Il y a la conviction que tu es capable de réussir. Alors, effectivement, que tous mes collègues, d'abord, les gens, ils travaillent pas pour moi, ils travaillent avec moi. Ça fait une grosse nuance dans le fait que ils répondent à leur propre engagement, à leurs propres aspirations. Donc, moi, j'ai pas, j'aime pas avoir à penser que je fais de l'encadrement de personnel. C'est vraiment des gens qui s'ajoutent à la force du groupe pour en faire plus ensemble, aider plus de gens ensemble. Et ce sont des gens qui ont déjà une méthode, une expertise à suivre avec ces personnes-là, là. Pas nécessairement, parce que il y a des gens qui ont des études, puis des études supérieures, qui nécessitent une déprogrammation des fois parce que ils sont dans un rôle thérapeutique, ils sont dans un rôle qui est pas égalitaire. Donc, par rapport à notre philosophie, il faut vraiment accepter qu'on est en situation d'apprentissage aussi face à un individu qu'on ne connaît pas. Donc, si on pense que parce qu'on est instruit, on a des choses à apprendre aux autres, ben c'est nous qui tombons handicapés parce on va être très limité dans notre capacité d'aider un individu si on ne le comprend pas dans ce qu'il est profondément. Alors moi, j'aime beaucoup travailler avec des gens de métier, des gens de cœur qui ont beaucoup d'humilité parce qu'ils savent qu'à tous les jours, ils vont apprendre. Mais ça me sécurise, moi, parce que je sais que quand on est dans une relation avec une personne, il y a toujours deux égos en jeu. Si je me préoccupe de mon ego d'abord, je risque de manquer à mon travail. Si je suis d'abord préoccupé par le bien-être de l'autre, ben c'est ça qui fait qu'on fait un bon travail pour moi. En terminant, Monsieur Caron, avez-vous un message inspirant et encourageant aux autorités, au gouvernement, pour faire progresser les mesures de sensibilisation au niveau de la population envers les personnes handicapées? Je ne sais pas si ça va être inspirant, mais en tout cas, je suis prêt à faire un message euh, de conviction sur le fait que il faut, des fois, on pense à des grands chantiers pour des grandes transformations. Moi, je crois beaucoup aux petits efforts collectifs, à la petite goutte d'eau dans l'océan. Alors, des fois, quand on est au gouvernement ou dans les grandes institutions, on voit le gros bateau qui doit changer de cap un petit peu, mais si on tasse de 1% un cap sur une grande distance, ça fait une grosse différence sur la destination. Alors pour moi, c'est vraiment, je m'attends pas, je souhaite pas des grands changements. C'est simplement des discussions comme on a en ce moment, Joseph, puis que d'autres personnes peuvent avoir dans leur salon, puis d'autres entreprises peuvent avoir. Moi, c'est mon message. En conclusion, j'aimerais bien vous dire que j'avais appris durant ma jeunesse de grands philosophes que l'apprentissage nous accompagne partout, jour après jour. Monsieur Caron, continuez ce que vous êtes en train de faire pour nous aider à confirmer que cette différence restera inclusive dans notre société. C'est parce que nous sommes tous et toutes nés égaux. Et je vous remercie de votre participation. Grand plaisir. Chers téléspectateurs, ce n'est que nos revoirs pour une prochaine émission spéciale et je vous remercie.